L'élection présidentielle est-elle jouée d'avance? C'est ce que l'on va analyser ensemble aujourd'hui. Les Occidentaux se sont réunis hier et des décisions concernant l'Ukraine ont été prises. Une vague de chaleur historique ou encore les dernières actualités en bref. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, ça fait plaisir. Courage quand même à tous ceux qui travaillent ce week-end. Et on est parti ensemble pour une nouvelle plongée dans l'actualité en moins de 10 minutes. Au passage, vous avez été un certain nombre à me demander de parler du McKinsey Gate en référence à ce cabinet, donc McKinsey, qui a travaillé massivement pour le gouvernement français ces dernières années. Un cabinet qui est accusé par le Sénat de ne pas payer son impôt sur les sociétés en France depuis 10 ans. Il y a eu par ailleurs des accusations de proximité entre McKinsey et le gouvernement. On en a déjà parlé 2 fois sur la chaîne, avant d'ailleurs que le sujet n'émerge en tendance sur Twitter ces derniers jours. Du coup, je vous mets des liens en description pour voir les différentes actualités associées et les fois où on en a parlé si vous voulez en savoir plus. La nouveauté aujourd'hui, c'est que le Sénat a annoncé saisir la justice pour faux témoignage potentiel d'un dirigeant de McKinsey, justement cette question de l'impôt sur les sociétés. On reparlera donc de l'affaire McKinsey dans les prochains jours puisque évidemment c'est un sujet majeur. Et on commence donc avec le sujet à la une aujourd'hui. Emmanuel Macron est en tête dans tous les sondages, que ce soit au premier tour ou alors au second tour face à n'importe quel autre candidat. Mais dans une élection, vous le savez, ce serait une très grave erreur de penser que tout est joué d'avance et que les sondages permettraient de savoir réellement ce qui va se passer. Il y a quelques jours, on a parlé de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon qui espère accéder au second tour. On continue aujourd'hui donc cette série d'analyses avec les différents candidats à la présidentielle et aujourd'hui donc c'est au tour d'Emmanuel Macron. Alors visiblement, selon plusieurs échos dans les médias ces derniers jours, du côté de l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron, malgré les bons sondages en ce moment, la vraie crainte qu'ils ont, c'est que le jour du vote, les électeurs de Macron ne se mobilisent pas ou pas suffisamment selon eux pour aller voter et donc décident de rester chez eux, que ce soit d'ailleurs au premier tour comme au second tour, en se disant que ce serait potentiellement déjà joué d'avance. C'est surtout d'ailleurs pour le second tour que son équipe de campagne est relativement inquiète, notamment parce que le 24 avril tombe pendant les vacances scolaires pour 2 des 3 zones, et notamment pour l'Île-de-France, une région en l'occurrence où le président est plutôt populaire. Il y a notamment une crainte donc forcément qui est présente chez eux, c'est qu'il se repasse ce qui s'est passé en 2002. À l'époque, Jacques Chirac, président et candidat du centre droit, disons, s'était présenté pour un second mandat et pour donc rester à l'Elysée. Et en face de lui, il y avait notamment Lionel Jospin, le candidat du Parti Socialiste. Alors pour tout le monde à l'époque, ou quasiment, c'était plié, ce serait un second tour entre Lionel Jospin et Jacques Chirac, sauf que, eh bien, le dimanche du vote, coup de tonnerre, lorsqu'on a découvert les résultats, Lionel Jospin était arrivé 3e et c'est Jean-Marie Le Pen, le candidat donc du Front National, qui était finalement au second tour face à Jacques Chirac. Tout ça pour dire que, eh bien, les surprises, ça arrive toujours. La deuxième chose qui pourrait entraîner une surprise dans cette élection, c'est que beaucoup ont le sentiment ou l'impression que Emmanuel Macron n'est pas vraiment à fond dans sa campagne présidentielle. Il ne fera qu'un seul gros meeting avant le premier tour, ce sera à Paris le 2 avril. Il fait peu d'interviews, peu de déplacements aussi. En fait, il a du travail en tant que président, notamment avec la guerre en Ukraine, mais certains lui reprochent tout de même, malgré tout et malgré la situation actuelle, de ne pas faire assez campagne en ce moment. En gros, l'Ukraine a déclenché ce que l'on appelle en sens politique un effet drapeau. En gros, eh bien, en période de crise, la population a davantage tendance à soutenir la personne qui est en train de gouverner actuellement. Donc c'est en l'occurrence favorable à Emmanuel Macron, sur le court terme en tout cas. On l'a vu notamment dans les sondages où il est monté relativement haut ces dernières semaines. Cela dit, ce qui est très important à noter, c'est qu'au-delà du fait que ces sondages, eh bien forcément tout ça peut évoluer et ça se trouve le résultat, on l'a dit, pourrait être très différent le jour du vote. Eh bien pour certains électeurs, Emmanuel Macron est plus un vote par défaut, on va dire, qu'un vote de soutien total pour son programme ou encore sa candidature. Donc ces électeurs ne sont pas forcément fiables, disons, à 100%. Ils pourraient, pourquoi pas, changer d'avis d'ici le vote ou alors simplement ne pas aller voter, comme on l'a dit juste avant. Un autre élément qui pourrait inquiéter l'équipe de campagne et les soutiens d'Emmanuel Macron, c'est qu'ils jugent que Marine Le Pen a fait une meilleure campagne qu'en 2017. Par ailleurs, avec un autre candidat à l'extrême droite et encore plus à droite que Marine Le Pen, qui est Éric Zemmour, eh bien, Marine Le Pen peut apparaître aux yeux de certains comme plus respectable, disons. C'est en fait le principe de la fenêtre d'Overton. Je vous mets un lien en description si vous voulez, ça vous intéresse, pour voir comment peut évoluer le débat politique au fil des années et à quel point, disons, le champ, on va dire, des idées possibles et acceptables peut évoluer dans l'opinion au fil des années. Par ailleurs, il faut aussi savoir qu'en cas de second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, il y a des dynamiques en fait sur ce que l'on appelle notamment les réserves de vote. Là, en l'occurrence, on peut supposer que ceux qui ont voté pour Éric
Éric Zemmour au premier tour iront voter pour Marine Le Pen au second tour. Et du côté des autres électeurs, des électeurs ou des candidats de gauche par exemple, eh bien on peut supposer que ce sera pas forcément le cas et que des gens qui ont voté par exemple Jean-Luc Mélenchon au premier tour n'iront pas forcément voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour et préféreront donc dans certains cas s'abstenir puisqu'ils critiquent aussi très fortement le bilan d'Emmanuel Macron à tout point de vue, d'un point de vue social, économique ou autre. Bref, voilà donc pour un petit état des lieux, même si évidemment on peut pas prédire le résultat d'une élection présidentielle, ça me semblait intéressant de vous montrer que même si Emmanuel Macron est favori aujourd'hui dans les sondages, en politique rien n'est jamais joué d'avance, les sondages, tout ça peut évoluer très très vite dans les prochains jours et ça me semblait donc important de voir tout ça. On va continuer dans tous les cas à analyser la campagne des différents candidats dans les prochains jours. On a donc fait avec Jean-Luc Mélenchon, aujourd'hui avec Emmanuel Macron et on continuera à le faire dans les prochains jours jusqu'au premier tour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce format là. Encore une fois, on se base pas sur les sondages pour faire des conclusions ou quoi que ce soit parce qu'il y a plein de précautions à prendre là-dessus, mais on analyse les différentes dynamiques et les stratégies surtout de campagne des différents candidats. Ça me semble assez intéressant de le voir. Évidemment, je vous tiens au courant là-dessus dans les prochains jours. Alors on passe tout de suite aux dernières actualités concernant la guerre en Ukraine et on commence avec un point sur les différents sommets qui ont eu lieu ce jeudi en Belgique. Donc des sommets, c'est en fait des rassemblements de chefs d'État. Cette fois-ci, ça s'est passé à Bruxelles. On l'a brièvement évoqué hier, mais je voulais quand même qu'on revienne sur les 2-3 annonces importantes. La première annonce importante, c'est que les États-Unis vont fournir à l'Europe beaucoup plus de gaz naturel liquéfié cette année afin de réduire la dépendance de l'Union européenne au gaz venant de Russie. C'est une annonce assez importante, sachant qu'en 2021, environ 45% des importations du gaz naturel de l'Europe provenaient justement de la Russie. L'autre annonce assez majeure concernant ces sommets, elle a été faite par Emmanuel Macron. Il a proposé un plan d'urgence pour la sécurité alimentaire, car il craint une crise alimentaire sans précédent dans les 12 à 18 mois à cause de la guerre en Ukraine et la Russie, puisque la Russie et l'Ukraine sont deux grands producteurs de céréales qui ont forcément suspendu ces derniers jours leurs exportations. Ce plan baptisé Farm devrait permettre de libérer les stocks de certains pays et d'aider les pays les plus dépendants de ces deux pays que sont l'Ukraine et la Russie à augmenter leurs moyens. On verra donc concrètement en quoi ça consiste, ce qui va être mis en place, à quoi ça pourra vraiment ressembler, mais ça en tout cas la question alimentaire est un sujet majeur puisque l'Organisation des Nations Unies alertait il y a quelques jours sur un risque de famine majeur dans de nombreux pays du monde et notamment dans des pays d'Afrique. Pour avoir plus d'informations sur ce risque de famine, je vous renvoie à la vidéo qu'on a postée il y a tout juste une semaine dans les actus du jour. Deuxième information, elle aussi très importante, le ministère russe de la Défense a indiqué que son armée allait désormais se concentrer sur la libération complète de la région du Donbass, donc c'est la région à l'est de l'Ukraine et c'est ce qu'indique le ministère russe de la Défense à l'agence russe Interfax. Alors est-ce que ça veut dire en conséquent un arrêt à venir des combats dans le reste du pays? On verra donc ce qu'il en est concrètement, c'est en tout cas une déclaration qui pourrait être assez importante si elle est suivie par des actes, et ce alors que ces derniers jours l'armée russe connaît quand même pas mal de difficultés sur plusieurs terrains et au sein de plusieurs villes, donc on verra ce qu'il en est. Pour comprendre d'ailleurs les avancées de la Russie en ce moment sur le territoire ukrainien et la situation sur le terrain, on a fait une vidéo dédiée là-dessus dans le cadre de mon émission Mashup. Du coup pour voir le replay, ça va sortir très bientôt sur la chaîne YouTube de Mashup que je vous mets directement en description. Troisième information rapidement, la Russie a reconnu que 1351 soldats russes sont morts et elle compte aussi près de 3800 blessés depuis le début de l'invasion de l'Ukraine il y a 30 jours. Donc 1350 soldats russes tués, c'est un chiffre qui est contesté, donc ça c'est les chiffres de la Russie, mais selon l'OTAN, le nombre de soldats russes tués en un mois se situerait plutôt entre 7000 et 15 000, autrement dit beaucoup plus, et ça ferait donc 10% des effectifs de l'armée russe engagés, et donc bien au-dessus de ce qu'annonce la Russie. Bref, beaucoup de flou sur les chiffres réels de l'armée russe aujourd'hui et sur le bilan humain. Côté ukrainien, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme dénombrait le 21 mars dernier 925 civils tués depuis le début de la guerre, mais si on prend le chiffre des autorités locales ukrainiennes, on dépasse largement ce chiffre, et côté militaire, les États-Unis estiment qu'entre 2000 et 4000 soldats ukrainiens sont décédés. On continue tout de suite avec les actualités en bref et on commence avec cette première information concernant la Corée du Nord. La Corée du Nord a affirmé avoir testé avec succès ce jeudi un nouveau type de missile balistique intercontinental baptisé Hwasong-17. Faut savoir qu'avec ce nouveau missile, la Corée du Nord aurait la capacité de viser une cible à plus de 15 000 km de distance, ce qui mettrait donc potentiellement les États-Unis ou encore l'Europe en danger. Alors vous vous en doutez, cet essai a été rapidement condamné par la communauté internationale et les pays, plusieurs pays du monde entier. L'Organisation des Nations Unies a d'ailleurs demandé
au gouvernement nord-coréen de stopper toute action jugée contre-productive et qui alimente les tensions en Asie. Ça semblait donc essentiel de parler de ce nouvel essai. Deuxième information, je vous en ai parlé la semaine dernière d'ailleurs sur Instagram dans notre format quotidien des actus du jour. La semaine dernière, des températures dépassant de plus de 40 degrés les températures habituelles pour cette saison ont été observées en Antarctique ou encore aussi plus de 30 degrés qu'habituellement en Arctique. Et pour vous donner une idée, en Antarctique, donc au sud du globe, le thermomètre de la station franco-italienne Concordia a indiqué une température de moins 11,5 degrés, sachant qu'il fait généralement moins 50 degrés à cette période de l'année. C'est donc un record de chaleur, si on peut appeler ça comme ça, absolu, en tout cas une différence de chaleur qui est absolument majeure. Ces températures inquiètent forcément les scientifiques car les pôles se réchauffent encore plus vite actuellement que la moyenne de la planète. Voilà donc pour ce nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Encore beaucoup de sujets aujourd'hui, c'est pas évident parce qu'il y a forcément beaucoup de choses à traiter entre la guerre en Ukraine, les autres sujets qu'on va continuer à couvrir ou encore forcément l'élection présidentielle. Mais n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des questions comme d'habitude dans les commentaires. Je crois que j'ai tout dit, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches surtout, et puis on se dit à lundi pour le retour de ce format des actus du jour.